On l'a De vu toute déjà. façon, quand il y a de l'amour, tout est beau, on fait tout, voilà. Et c'est quand il y a la séparation, on se rappelle que c'est telle personne qui a payé ci, telle personne qui a payé ça. Mais quand on s'adore, non, tout va bien, je paye. Mais vous, Voilà. quand ils arrivent dans votre étude, vous voyez des couples vraiment déchirés à la fin, ou ça va encore? Des fois, vous voyez vraiment des couples, il faut vite qu'ils se séparent. Oui, bah, après, voilà. Je sais pas. Après, moi, pour le moment, je sais pas si, comme vous le savez, je sais pas si vous le savez, parce que moi, pour le moment, je suis pas encore, j'ai pas une étude à moi, hein, pour le moment. Je Oui, travaille. vous êtes notaire, mais vous n'êtes pas propriétaire de l'étude. Oui, oui. Voilà, pour le moment, je suis pas encore installée comme notaire, mais je suis diplômée notaire. J'ai mon diplôme que j'ai eu il y a pas moins de 5 ans. Après, maintenant, avec la loi Macron, c'est plus facile, mais avant, c'était très, avant, pour s'installer, il fallait acheter. Oui, non, mais pour dire aux gens, parce que les gens connaissent peu, combien ça coûte une étude de notaire? C'est une bonne question, ça. Après, au fait, ça dépend. Ce que je sais, c'est que dans les grandes villes, c'est très très cher. Ça peut coûter dans les 600 000. C'est vraiment en fonction au fait, en fonction du quartier, de là aussi. Après, si c'est dans une petite ville rurale, ça va pas coûter grand-chose. Peut-être dans les 100 000, 200 000. Mais dans les grandes villes lyonnaises, parisiennes, non, ça coûte très cher. On peut Moi, les avoir. j'ai déjà vu des études à plus d'1 million d'euros, hein. Ah non, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Moi, je suis partie sur 600 000, c'est rien du tout. Mais à Paris, par exemple, les grandes études parisiennes ou lyonnaises ou Bordeaux, les grandes études des grandes villes, elles coûtent très, très cher. Et si c'est une étude renommée, elle coûte, oui, dans les 1 million, ça c'est sûr. Après, si c'est une petite ville ou c'est un village, oui, on pourra trouver un truc à 100 000 euros. Sachant que c'est dommage, de plus en plus maintenant, les gens les notaires de village, maintenant, les notaires ruraux, il y en a, ils sont malheureusement en train de partir parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent travailler. Tout le monde maintenant veut travailler en ville. Même s'il y a un notaire dans une ville rurale, mais il a du mal à trouver des salariés. Donc, voilà. Moi, je suis aussi parlé à l'audience. Madame Gakpé, c'est un peu comme les banquiers qui n'ont pas d'argent. C'est en fait, ils pleurent, mais vous inquiétez pas pour eux. Je tiens à dire le salaire moyen des notaires en France, c'est combien? Ah, moi, je sais pas. Moi, je suis pas. Ah, moi, je sais, moi. Moi, je ne sais pas. On va pas le dire, mais c'est du 5 chiffres. Ça n'a rien à voir avec un médecin. Ça, c'est ce que vous dites, vous. Mais les gens arrêtez de fantasmer sur le notaire. Je peux vous dire, non, c'est la vérité. Et ça, c'est vrai. Après, il y a une grande disparité C'est entre vrai. notaires. Je redis, entre notaires des grandes villes et notaires ruraux. Un notaire, vraiment dans un village, il y a des notaires qui ne gagnent pas. Surtout dans les villes, dans les villages, ils peuvent gagner même. Il y en a des fois, ils ne se font pas de salaire pour payer leurs salariés. C'est la vérité. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, je le reconnais. Vous voyez, je dis que c'est vrai Donc, parce que je le sais. Mais je sais aussi que mais après, il y a des notaires qui gagnent très bien. Oui, ça c'est sûr, je ne vais pas mentir. le salaire moyen d'un notaire en France, c'est 13 000 euros. C'est le salaire moyen, oui, oui, ça c'est sûr. Mais bon, pour le moment, je ne suis pas encore installée. Donc, le jour où je vais m'installer, je gagnerai ça. Mais et je tiens à le dire, vous êtes notaire, vous n'êtes pas clerc de notaire pour que les gens voient bien Non, la je différence. suis diplômée notaire. J'ai mon diplôme. J'ai été clerc de notaire. J'ai passé mon examen de notaire en 2015. Mais Fin la plupart des 2015. notaires ont été clercs à un moment dans leur carrière aussi. Oui, Voilà. franchement, on ne peut pas, à part les notaires, à part les avocats, parce qu'après aussi, on peut, par exemple, des avocats peuvent aussi faire des passerelles et devenir notaire, hein. Un avocat qui est installé et tout, qui veut arrêter, il peut aussi passer juste avec les correspondances, il peut devenir notaire. Donc, lui, il ne va pas devenir clerc. Après, c'est sûr, il faudra aussi du temps qu'il connaisse. Mais Oui, la plupart des notaires, ils ont été clercs. Ça, c'est oui sûr. ça je le sais parce que Tous les j'ai notaires ont été clercs. j'influence grandement les études de mes nièces et, voilà, donc c'est pour Tous ça les que j'ai posé la notaires ont question. été clairs et c'est une bonne chose parce que ça nous, voilà, on a eu la pratique et après, un notaire, c'est comme un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise. Donc, il a des salariés, au fait, il a deux casquettes, le notaire. Il est chef d'entreprise, il est officier public aussi puisqu'il reçoit les actes au nom de l'État, il collecte les impôts au nom de l'État, patati patata, mais c'est un chef d'entreprise. Oui, ça, il n'y a rien à dire. Les notaires travaillent. Donc, les clercs travaillent plus que les notaires, j'ai l'impression. Mais bon.
il y a pas à rougir d'être notaire. Il y a plein de gens dans l'audience qui disent 13 000 euros, ah oui, quand même, j'ai raté ma vie. Je tiens à dire que c'est une moyenne. C'est une moyenne. Il y en a qui gagnent moins, il y en a qui gagnent plus que ça. J'en connais 3 qui gagnent plus, en tout cas. Mais je tiens à dire quand même, parce qu'il y a beaucoup l'image de fantasme, le notaire voleur et tout. Non, franchement. Non, vous n'êtes pas des voleurs, non, il n'y a pas de ça. Après, c'est comme dans tout métier. On trouvera des gens bien, des gens qui font n'importe quoi. C'est comme dans tout métier. Mais vraiment, il faut savoir que ce que vous versez à l'État, ce que vous payez au notaire, les fameux frais de notaire, il y a une grande partie, c'est des impôts que le notaire collecte pour le compte de l'État. On va voir ça de toute façon. Eh ben, d'ailleurs, ça va être la première question. On va commencer sur l'immobilier. Alors, dans une part de frais de notaire, parce que je dis une part pour que les gens comprennent. Si j'achète un bien, il y a des enfants chez Madame Gacpé. Oui. Si j'achète un bien et j'en ai pour 10 000 euros de frais de notaire, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se divise ces 10 000 euros? C'est la première question. Au fait, dans les 10 000 euros, il y a à peu près ce qu'on appelle le droit de mutation qu'on verse à l'État. C'est ça vaut à peu près 5,81% de taxes qu'on va verser, qu'on collecte pour le compte de l'État. Et ces taxes-là, il y a une partie pour le département, il y a une partie pour la commune, il y a une partie pour l'État. Et ça, c'est à peu près 5,81%. Il y a aussi... Donc, il y a à peu près, sur les 10 000 euros, à peu près 5 800 euros qui sont... À peu près, oui, 6%. C'est 5,81, on va dire 6%, OK? Donc, on va dire 6 000 euros pour l'État. 6 000 euros pour l'État. Après, il y a ce qu'on appelle le salaire. Il y a ce qu'on a... Vous savez, quand vous achetez un bien, on doit le publier au fichier immobilier. Et le fichier immobilier, c'est un service de l'État. Il faut les rémunérer. Il y a un directeur. Donc, ce directeur-là, il y a le coût qu'on va verser aussi pour la publicité foncière. C'est ce qu'on appelle le salaire du conservateur et c'est 0,10% du prix de vente. Donc, on est d'accord que vous, sur les 10 000 euros, vous prenez à peu près combien? Parce que c'est le fantasme. Allez, à peu près. Hein. Allez, on va dire à peu près, il va rester 3 000 pour le notaire, à peu près. Hein. À peu près 6. Ne faites pas la gueule quand vous dites 3 000 mètres. Vous prenez 3 000 toute la journée. C'est bon. Si vous les prenez 5 fois dans la journée, ça ira la journée quand même. Oui, mais sur 10 000, c'est pas 10 000 qui rentrent dans la poche du notaire. Voilà, après, je suis d'accord. Ça va être 3 000 sur plusieurs actes, oui. Mais c'est normal, il faut aussi que le notaire paye ses salariés, ses études, oui, il n'a pas les locaux. Il a plein de choses. Voilà, il y a l'électricité, il y a tout, mais c'est-à-dire c'est pas 10 000 qui va dans la poche du notaire. Il y a à peu près dans les 6 à 7 000 euros qui vont à l'État. Voilà. C'est très important de le dire. Donc, on va commencer les questions, maître, parce que sinon, on va rester comme les lives de la nuit, et c'est pas le sujet. Donc, première question. Pourquoi on ne divise pas les frais de notaire quand le vendeur et l'acheteur prennent le même notaire? En fait, vous voyez, parce que quand vous prenez deux notaires, la part, comme vous avez dit, 3 000 euros. Et quand on prend deux notaires, ils se partagent les 3 000 euros, on est d'accord? Oui. Quand on prend le même, pourquoi il ne prend pas que 1 500? Parce que c'est comme ça, parce que, au fait, Oui, non, c'est qu'il y a un enfant chez moi qui est venu me dire bonjour. Ok. Au fait, les frais, les émoluments du notaire, c'est en fonction aussi pareil. Le notaire, il se rémunère en fonction du prix. C'est un barème de l'État. Je ne peux pas vous dire le pourcentage parce que là, ça va être dans toute technique, comptable et tout. Au fait, c'est un barème fixé par l'État. Et même... Donc, tu ne peux pas diviser par deux, en fait? Non, on ne peut pas diviser par deux parce qu'en fait, c'est l'émolument qui revient au notaire. Donc, s'il y a un notaire, ce notaire-là, il va récupérer cet émolument-là pour lui en totalité. S'il y a 2 ou 3 ou 4, ils vont se les partager. C'est tout, en fait. D'accord, donc vous ne pouvez pas prendre moins. C'est ça qui est triste. Non, je ne peux pas prendre moins parce qu'en fait, l'émolument, il est attaché à l'acte et au coût de l'acte. Donc, si le bien, il vaut 100 000, on va prendre l'émolument du notaire sur ces 100 000-là. Donc, s'il y a un notaire, il prend ses frais, les 3 000, ça lui revient, oui. Mais, maître, je connais mon audience, je les connais. Ne rougissez pas de prendre du pognon. Hein. Même s'ils ne sont pas contents, vous le prenez. Qu'ils soient contents ou pas, vous prenez. Moi, j'estime que chaque travail mérite salaire. Et oui. Voilà, franchement, il y a des gens qui gagnent plus que des notaires. Hein. Il faut... Oui. Et puis, mon audience, ils aiment bien être payés, ils n'aiment pas payer. Donc, quand vous êtes payé, n'hésitez pas. Oui, voilà.
Je pense que vous le savez. Par contre, oui, voilà. Quand il y a deux notaires, effectivement, celui qui rédige, ça c'est pas, par contre, ça c'est la déontologie, ça ce sont les règles des notaires. Celui qui rédige, il a 60%, et celui qui représente l'autre, il a 40%. Bah, après, c'est la déontologie, hein, c'est les règles des notaires, quoi, voilà. Ça, c'est notre source commune, voilà. On peut négocier les émoluments avant, c'était pas autorisé. C'est autorisé, mais sous certaines conditions. En fait, on n'est pas comme un commerce, on n'est pas un commerçant normal où on peut venir négocier comme on veut, au fait. On peut le faire, mais sous certaines conditions. Et le notaire, il doit, après, il a des règles à respecter. Il doit aussi voir avec la chambre parce que voilà, on a des instances, donc on ne peut pas faire comme on veut, quoi. Par contre, il y a des domaines qui sont libres. Là, ce sont des honoraires libres. Là, vous pouvez négocier. Par exemple, tout ce qui est immobilier, c'est tarifé. Les émoluments sont fixés par l'État. Nous, on peut rien faire. Par contre, pareil pour tout ce qui est droit de la famille. Par contre, tout ce qui est droit de société, fonds de commerce, là, c'est des honoraires libres et on est en concurrence avec les comptables, avec les avocats. Donc là, vous pouvez négocier avec le notaire ces honoraires. Mais tout ce qui est vente immobilière, droit de la famille, bah, c'est tarifé par l'État. Donc nous, après, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et même là, ils viennent de nous baisser encore des émoluments. Là, il y a eu un décret, ça a fait baisser, en 1er janvier, les émoluments de notaire ont encore baissé. Hein, donc, vous voyez, ils touchent 13 000 euros, mais ça va baisser. Donc, soyez pas trop dur avec eux, ça va baisser. Alors, deuxième question. Maître, on va faire des réponses rapides. Et puis, les gens qui posent des questions, vous allez les poser à la fin parce que j'ai toute une liste de questions comme ça. Parce que j'avais demandé aux gens de poser des questions et on va le faire. Alors, pourquoi le séquestre est négociable parfois et parfois il ne l'est pas? Au fait, le séquestre, ça dépend du vendeur. Parce que ce n'est pas une. En fait, quand vous signez un compromis de vente, ce n'est pas une obligation de verser un séquestre. Nous, on conseille aux vendeurs de verser un séquestre. Pourquoi? Ça le protège et ça aussi prouve, ça prouve aussi comment on appelle ça, le sérieux. Le sérieux de l'acheteur. Ça le protège si, au cas où l'acheteur, pour X raison, il a rempli toutes les conditions, il a son prêt, je ne sais pas quoi, et qu'il ne veut plus acheter parce que pour X raisons, qui lui sont personnelles, bah, au moins, ça lui permet de garder ce séquestre-là. Sinon, il sera obligé de courir derrière l'acheteur ou bien aller au tribunal, patati patata. Alors qu'avec le séquestre, nous, c'est indiqué dans l'acte que si les conditions sont remplies et que l'acheteur ne veut plus acheter, bah, sur les 10% que l'acheteur doit, parce que normalement, quand vous décidez de ne plus acheter, parce que une fois que les conditions sont remplies, vous devez 10% de pénalité au vendeur. Bah, du moment que le vendeur a déjà 5%, c'est le séquestre, bah, c'est déjà un atout, quoi. Après, soit il laisse tomber les 5 autres, soit il continue pour réclamer les 5. Et donc, après, ça dépend des clients, en fait. Moi, j'ai des vendeurs, j'ai eu des compromis où le vendeur n'a pas demandé de séquestre, malgré qu'on l'a averti. J'ai eu des dossiers où le vendeur a demandé que 2 ou 3%. La règle, c'est 5%. Mais je sais que ça dépend des régions. Il y a des fois des régions, c'est 10% aussi. Mais la règle, c'est 5%. Voilà, Paris, c'est 10%. Mais là où je suis, c'est 5%. Et après, si le client ne peut pas, si l'acheteur, il n'a pas beaucoup parce qu'il finance 100%, et que le vendeur est d'accord, ben on ne met pas de séquestre, ou bien on met 1%, 2%, on essaye de... Voilà. Mais c'est une négociation, en fait. Ce n'est pas une obligation légale. D'accord. Y a-t-il une deadline pour payer le séquestre? En général, quand on va chez le notaire, il nous dit qu'on doit le payer. En général, c'est dans les 15 jours. Pourquoi? Parce que là, comme vous savez, quand vous signez un compromis de vente, vous avez 10 jours de rétractation légale. C'est la loi. Donc, si vous vous rétractez dans les 10 jours, vous n'avez rien à payer pendant ces 10 jours-là. Et donc, après ces 10 jours-là, c'est là que si vous décidez de rester acquéreur, là, moi, je sais que nous, dans nos compromis, on indique 15 jours. On indique que l'acheteur a 15 jours parce qu'au niveau de la loi, il ne peut pas verser, il n'a pas le droit de verser un séquestre dans les 10 jours de rétractation, quoi. Voilà. Maître, je vais vous donner un conseil parce que j'ai un peu plus d'espérance d'Instagram. Faites-moi des réponses plus courtes parce que quand on va passer dans la réponse, dans la partie, ok, je vais essayer. Dans la partie mariage, croyez-moi que vous aurez plus de salut parce qu'ils m'ont posé des questions là assez sales. Hein. Ok. Et il y en a, préparez vos mariages au lieu de regarder Cyril Hanouna, préparez les mariages parce que là, vous avez. Ouh. Enfin bon. Est-ce que le montant du séquestre doit apparaître dans la promesse en général? Oui, obligatoirement. Ah oui, oui, oui. On ne peut pas. On est bien d'accord sur ça. Mais je dois vous poser les questions parce que j'ai promis de les poser. Alors, mariage. Il n'y a pas beaucoup de questions émo, vous allez voir.
D'accord. Y a-t-il de points de vigilance particuliers à avoir pour une signature qui est faite en visio à cause du Covid? Euh, Normalement, vous êtes censé avoir le projet avant. Ça, c'est sûr. Il faut demander Euh, de toute façon d'avoir le projet promet. il faut demander le projet. C'est obligatoire parce que surtout, justement, par rapport au Covid, vu que ça se fait en distance, obligation d'avoir le projet. Après, il n'y a pas d'autre truc que dans le cas normal, parce que effectivement, même dans le cas normal, quand vous venez voir un notaire, il faut poser toutes les questions parce qu'en fait, tout se passe au moment. Moi, je suis. Bon, après, je vais être courte, mais pour moi, c'est très. Quand il y a un compromis, tout se fait au compromis parce qu'en fait, la vente définitive, c'est juste une formalité. C'est juste parce qu'on attend que l'acquéreur il a son prêt. Tout est décidé au moment du compromis. Ça fait que si vous avez des... Bien sûr, pendant la vente, vous pouvez poser des questions. S'il y a un souci entre le compromis et la vente, il faut le dire au notaire. Il ne faut pas signer pour qu'après revenir dire au notaire. C'est pour cela aussi qu'on conseille aux clients de visiter la maison avant de signer la vente définitive. Allez refaire la veille. C'est très important. S'il y a un souci, vous le dites au notaire pour qu'il puisse peut-être séquestrer une partie du prix de vente pour régler le problème. Parce qu'une fois que c'est signé, si vous revenez après pour dire j'ai découvert ça, c'est fini. C'est trop tard parce que c'est difficile, il faut courir derrière le vendeur, tribunaux et tout. Voilà. Mais sinon, posez toutes vos questions au notaire, que ce soit visio ou pas, c'est très important. Avant de signer le compromis. Voilà, avant de signer le compromis, même au moment du compromis. Bon, du moment que vous avez le projet, ça vous permet de poser les questions, déjà d'envoyer vos observations, ce que vous ne comprenez pas. Et après, au moment du compromis, pareil. Hein, si vous avez des questions, posez-les parce que c'est très important. Comme moi, je dis dans ma formation, lisez le compromis, vous surlignez ce qui ne vous va pas et vous appelez le notaire avec les points. Vous appelez le notaire ou bien vous faites un mail pour demander un rendez-vous téléphonique parce que des fois, quand vous appelez, le notaire peut être, le notaire aussi, il peut être en rendez-vous, donc il ne va pas vous avoir tout de suite. Vous convenez d'un rendez-vous téléphonique vous demandez un mail, par mail un rendez-vous téléphonique pour qu'on vous explique certains points. Et puis voilà. Mais c'est très important. Vous avez totalement raison, je le dis souvent. Alors, en combien de temps reçoit-on le titre notarié après avoir signé dans le neuf? Bon. Non, il n'y a pas de délai que neuf ou pas neuf. Hein, je sais très bien, mais je connais même la réponse. Mais moi, je dois vous poser la question. Bon, après, ça dépend aussi des régions, malheureusement. Je peux vous dire que j'ai eu une région, j'ai eu le titre du service foncier que 2 ans après. Ah, ça, j'ai jamais vu, par contre. Ça, j'ai jamais vu. Moi, si. Moi, j'ai fait une donation, je ne sais plus c'était dans quelle ville, mais on a eu le titre 2 ans après. Nous, en Saône-et-Loire, le service de publicité foncière, ils sont en retard de 8-9 mois. Donc là, par exemple, là, c'est les actes de 2020, là, d'avril. Ils sont en train de traiter les actes qui ont été signés en avril ou mars 2020, là. Donc, quelqu'un qui a signé à cette époque-là, bah, pour le moment, il n'a pas encore son titre. Donc, il faut qu'on 7 à 8 mois. Et peut-être qu'avec le Covid, c'est peut-être un peu plus long maintenant. Voilà. OK. Donc, encore une question IMO. C'est un peu une question IMO, c'est plus une question notariale. Quelle est la différence entre le clerc et le notaire? Au fait, le clerc comme le notaire, ils sont tous les deux des juristes. D'accord? Le notaire, avant, il avait été clerc, c'était un rédacteur. La seule différence, c'est que le clerc, c'est comme un salarié, en fait, c'est lui qui rédige l'acte. Le notaire, lui, il va recevoir les clients, il va prendre les renseignements, il va les conseiller, et bien sûr, en fonction du dossier, et après, il va donner le dossier à son clerc attitré, et c'est ce clerc-là qui va rédiger l'acte. Bon, le clerc, avant de rédiger, il a l'obligation de vérifier tout ce qui est côté juridique. Est-ce que le propriétaire, est-ce que c'est bien le propriétaire? Est-ce qu'il n'y a pas d'hypothèque? Bon, tout un tas de trucs importants dans le cadre d'une vente, par exemple. On va parler d'une vente, par exemple. Le clerc, il est là, c'est le clerc qui rédige. Par contre, le notaire, après, ça dépend aussi. Hein. Il y a des notaires, moi je connais des notaires qui travaillent en binôme avec leurs salariés. Donc, le clerc rédige, après, le notaire, il lit le projet d'abord, quelques jours avant. S'il y a des observations à faire, il le fait. Il y a des notaires qui font confiance à leur clerc et qui, ils regardent quelques heures avant le rendez-vous et puis ils reçoivent les clients. Donc, voilà. Oui, parce que moi, je connais Alors, je vais dire aux gens, ne posez pas vos questions là, je ne peux pas les lire. J'avais dit de poser les questions avant, et sinon, quand on va pouvoir poser les questions, je vais vous dire, vous allez pouvoir poser les questions, et vous allez poser les questions dans le dernier quart d'heure, vous allez pouvoir poser des questions. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas les lire. Après, moi, je vais vous dire, maître, moi, j'ai travaillé avec des notaires.
il avait une clerc qui était là depuis 30 ans. Il regardait à peine ce qu'elle faisait. Hein. C'est normal. Il sait ce qu'il la connaît, il sait très bien que voilà. C'est pour, voilà, même moi, je peux vous dire que moi aussi, hein, moi là où je travaille, on se connaît, on se fait confiance. Mais après, c'est pour ça que je vous dis, ça dépend. Si c'est quelqu'un qui est depuis longtemps et le notaire, ils se connaissent, le notaire connaît son salarié et tout, il va lui faire confiance. Mais si c'est quelqu'un qui est tout nouveau, c'est normal, le notaire, il va vérifier, C'est normal. Et puis aussi, disons-le, il y a aussi le salaire entre le clerc et le notaire qui sont des faits. Et puis, bien sûr, il y a le salaire parce que le clerc de notaire, lui, il n'a pas le diplôme de notaire, donc il n'a pas le salaire qui va. Donc voilà, le clerc de notaire dans le notariat, c'est un technicien, donc, parce que nous, on a des grilles quoi, de salaire, donc c'est un technicien avec une grille de salaire. Après, le notaire, voilà, lui, c'est un chef d'entreprise, donc lui, c'est son entreprise, voilà, c'est son bénéfice, quoi, il touche son salaire. Donc, vous connaissez l'acte en main, parce que c'est très à la mode en ce moment. Il y a des notaires qui le font, il y a des notaires qui ne le font pas. Oui. Oui, moi je vous connais, donc je me doute que vous connaissez. Alors il y a des gens qui me demandent quels sont les avantages et les inconvénients de l'acte en main. Il n'y en a pas. C'est juste il faut trouver un vendeur qui accepte, c'est tout. C'est exactement. C'est comme il y a des questions comme vous devez en avoir, vous, des gens, ils achètent leur résidence principale dans laquelle ils vont vivre, et ils font une SCI. Oui, moi, j'ai jamais compris ça. Moi non plus, jamais. Mais parce que c'est à la mode de faire une SCI. Bah oui, moi, j'ai souvent des gens. C'est souvent de faire des SCI, donc ils font des SCI. Moi, c'est souvent, j'ai dit aux gens, mais pourquoi vous voulez faire des SCI je vois pas le but. En plus. Mais vous prenez un billet quand vous faites la SCI. Ah, pardon? Vous gagnez de l'argent, vous, quand vous leur faites les SCI. Bien sûr, oui. Mais oui, mais non, moi, franchement, non, franchement, moi, il y a des gens, je leur dis non, ça ne sert à rien. Après, si les gens veulent le faire, mais ce n'est pas le panacée, la SCI. Hein. Les gens, à un moment donné, effectivement, la SCI, c'est un outil patrimonial qui peut être très intéressant, mais ça dépend dans quel cas. Mais si on veut juste acheter sa résidence principale, surtout qu'on est en couple marié, pourquoi faire une SCI? Après, si on a un but de transmission patrimoniale, autre chose, oui. Mais si c'est juste comme ça, ça ne sert à rien. Après, il faut faire vivre la SCI. Il ne faut pas juste faire la SCI pour que ça reste comme ça, juste théorique, quoi. Non, mais vous savez pas, c'est bien de dire j'ai une SCI et tout. Au dîner le dimanche avec le beau-frère, on dit j'ai une SCI, c'est important quand même. Ça, vous ne maîtrisez pas, mais il faut le dire. La SCI, il n'y a rien dedans, mais bon. Voilà. Non, mais souvent, la plupart des sociétés, des SCI comme ça. C'est juste, voilà. Bon. Moi, si j'étais vous, je les ferais sans scrupule. Hein. Ils veulent payer, allez, payer. Mais moi, j'ai eu le cas, après, il dit que c'est cher. Je dis, bon, après, il fait ce qu'il veut. Ouais, il veut faire la SCI, mais il veut que ça soit gratuit. Bon, on le connaît. Alors, il y a quelqu'un qui me pose une question. Alors, on voit la différence entre les gens qui ont été formés ou pas. Il y a quelqu'un qui me pose une question très simple, notaire. Je vais faire une plus-value de 30 000 euros. Quel est le montant de la plus-value que je vais payer, sachant qu'elle a payé le bien en 2015? Donc, il y a moins de 6 ans. Donc, c'est pas une RP. Hein. Ah, ok. Bon, déjà, le taux de plus-value, tout le monde le sait, c'est 37,20. C'est 37,20, moi, c'était 36,20 avant. Non, mais maintenant, c'est 37,20. Bon, c'est vrai que ça fait 3 ans que je fais plus de vente, mais c'est 37,20. C'était 36 et maintenant, on est à 37,20, si je ne me trompe pas. C'est 37,20. Okay. Et puis, après 30 000 euros, je ne peux pas vous dire comme ça, il faut calculer parce que vous avez 10%. Là, ça fait 6 ans. Donc, non, ça fait 6 ans parce qu'on est en 2021, c'est vrai, oui, parce que moi, on est en 2020. Donc, elle a les 6 ans, donc elle commence à avoir un petit abattement. Elle a un abattement de 10% parce que, vous savez, pendant les 5 premières années, il n'y a pas d'abattement. L'abattement, c'est à partir de la 6e année, quoi. Vous avez d'abattement, vous avez une réduction par année de détention à partir de la 6e année. Donc là, aujourd'hui, et puis il faut que ça soit de date en date. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a acheté. Donc, il faut vraiment qu'elle dépasse. Si elle a acheté au 1er janvier, OK. Elle aura 10% déjà elle aura 10% de réduction. Mais après, c'est des calculs qui est un peu... Je peux pas calculer comme ça parce qu'il y a 2 calculs. Il y a les 19% d'impôt sur le revenu et puis il y a les 15 ou les 17 et 17,20 de prestations de prélèvements sociaux avec des années... Voilà, donc... mais bon. Moi, je vous le dis parce que les gens viennent me poser des questions, mais il faut savoir que ce sont des choses où, avant de faire la vente, on doit le savoir. Ça. Oui. Avant de faire la vente, si on réfléchit bien, on doit le savoir. Il y a des stratégies à mettre en place. Mais là, bon, la personne, elle me le demande. En plus, c'est quelqu'un qui... Oui, et après, justement, quand c'est comme ça, moi, je conseille à la personne d'aller voir le notaire et de voir avec le notaire
les différents, justement, combien il va payer de plus-value à tel prix, à tel prix. Comme ça lui permet justement d'avoir un peu d'idée sur combien il va payer d'impôts et puis comment pourra vendre son bien, surtout si c'est pas sa résidence principale, ça c'est sûr. Oui, Par résidence contre, principale, j'ai pas de par problème. contre, Lionel, j'aime pas. Bon, je sais que Qu'est-ce que j'ai fait? votre formation là, je suis d'accord, c'est très bien. Moi, je suis pas contre. Mais moi, ce que je suis pas d'accord, c'est de former les gens en leur disant oui, on achète, on fait de travaux, c'est notre résidence principale, après on vend. Ah non, non, Euh, attends, une, attends, 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 une ou deux fois, je veux. Mais bon, il faut maître, vraiment que maître, les gens sachent maître, qu'il y a le maître, risque, quoi. maître, je vous le dis, alors vous pouvez, je vous enverrai la formation, maître, vous allez pouvoir vérifier. Je dis bien que quand vous dites que c'est votre résidence principale, et je le dis devant tout le monde, là, il y a des gens qui n'ont pas ma formation, il faut que ça soit vraiment votre résidence principale. Sinon, ne le faites pas, c'est trop dangereux. Oui, parce que moi, ce qui m'a gêné, c'est que je me suis dit, les gens, ils vont dire, waouh, j'ai un truc pour l'argent facile, allez, Non, 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 non. j'y Alors, pense. je le dis devant vous et devant les autres qui n'ont pas pris ma formation, je le dis très clairement, quand vous faites une opération d'achat-revente en résidence principale, faites en sorte de vraiment vivre dans le bien. Il faut que ça soit votre résidence principale. Et maître, vous pouvez le dire, hein, vous avez totalement raison. J'arrête pas, parce que vous croyez que c'est moi le problème, mais moi je le dis devant vous. Non, pas vous, mais non, je me dis, moi, je sais que vous savez, j'ai vu vos vidéos sur le site, Voilà. sur les lives, les différents lives, et je sais que vous le dites, mais moi, ce que je me dis, on connaît les gens. Les gens, ils vont pas écouter l'avertissement. Eux, ils vont juste voir le côté argent facile. C'est ça, quoi. Donc, je dis bien aux gens, faites attention. Sinon, tout le Moi, monde le ferait, sinon ça se saurait, et puis tout le monde serait riche depuis longtemps dans l'immobilier, quoi. d'accord. Moi, déjà, ma formation a été faite avec une juriste. Et en plus, j'ai été agent immobilier. Je le sais et je leur dis. Et je vous promets, maître, hein, je vous promets, si vous voyez, je vais vous envoyer même des captures d'écran du groupe Instagram, Telegram ou autre. Les Je vous gens. crois, je vous crois. Attendez, écoutez. Les gens, je leur dis, ils tentent quand même. Ils tentent quand même. Voilà. Je leur dis, ne le fais pas, ils tentent. Quand je leur dis, par exemple, ne fais pas comme ça et tout, dis, je vais acheter la résidence principale au nom de ma copine. Mais je leur dis, mais ne faites pas des choses comme ça. Mais ils essayent. C'est les premiers. Je vous dis comment ça fonctionne. Ils ne veulent pas payer d'impôts. C'est les premiers à se plaindre quand il manque quelque chose à l'hôpital ou il manque quelque chose sur la route. Voilà, c'est ça, c'est ça. Moi, je leur dis, vous pouvez le dire, et vous n'avez pas de. Soyez pas timide pour parler. Là, sur ma chaîne, on dit les choses franchement. D'accord, voilà. Non, mais moi, non, j'ai suivi vos différents lives. Je sais que vous êtes carré là-dessus et ça, c'est très bien. Puis je sais que vous connaissez votre métier. Et puis même les marchands, c'est très bien hein, ce que vous faites parce que, voilà, il y a des marchands de biens aussi. Mais voilà, tout ce que je dis aux gens, c'est très bien aussi. Mais sachez que ce n'est pas un jeu. Soit vous pouvez faire ça, oui, très bien, mais sachez que ce n'est pas un jeu. Et puis, pareil, vous ne pouvez pas le faire tout le temps. Si vous voulez faire tout le temps, vous serez obligé de passer par marchand de biens, c'est-à-dire statut professionnel, avec toute la fiscalité qui va avec. C'est tout. Mais après le reste, je suis d'accord avec vous. Je sais que vous le dites, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on le fait une fois. Et en plus, j'explique, hein, vous avez un studio, vous rencontrez une femme, vous avez un enfant, vous vendez le studio, vous achetez un 3 pièces. Après, voilà. vous avez un deuxième enfant, vous vendez le 3 pièces, vous achetez une maison. Là, c'est normal. Là, y a pas ça, c'est quelque chose qui se passe dans la vie normale. Hein. Ça se passe vraiment. C'est pas faux. Hein. Ce sont des vraies résidences principales et ça marche. Voilà. Par contre, je leur dis, quand vous commencez à faire des achats reventes, il y a des gens qui essaient qui veulent me dire qu'ils vont faire 3 résidences principales dans la même année. C'est ça, c'est ça. Moi, je leur dis, moi, je regarde devant tout le monde, je dis, ne faites pas ça. Ça va pas passer. C'est évident, quoi. Les impôts, en plus, avec la crise Covid, oui, je le dis. Ils ont besoin d'argent. J'ai encore 2-3 questions. Voilà. Puis-je faire une SCI, lui vendre mon bien au prix du marché? En fait, elle a son bien. Elle veut vendre son bien à la SCI au prix du marché. Oui, j'ai eu le cas. Vous le voyez souvent. Après, pourquoi? C'est quoi le but? C'est ça aussi. Mais j'ai eu le cas. Et j'ai eu le cas parce que la personne avait besoin d'argent. Oui, elle avait besoin d'argent en cash, donc voilà. J'ai eu le cas. C'est quelque chose qui se fait. J'ai eu le cas 2 ou 3 fois. J'ai déjà fait 2 ou 3 fois. Ok, donc voilà. Là, alors, on a 85 personnes. On va passer dans une partie un peu plus obscure. Je crois qu'il n'y a plus de questions émo. Je regarde bien. Quelle est la différence? Je regarde bien parce que là, on va passer dans des questions. Ça fait peur. Hein. Votre côté famille que vous aimez bien. Non, mais là, je suis neutre ce soir. Je veux dire, là, il y a le public. Là, on est 80. C'est pas comme quand on est dans les petits lives. On est 30 et je peux dire ce que je pense. Là,
Là, il y a mon audience. Là, vous parlez au Lionel Oui, formateur. là, c'est pas privé comme Zoom. Hein. Là, on est sur le live de Lionel le formateur. On n'est pas sur le live de Lionel qui défend ses intérêts. C'est ça. Voilà, c'est très différent. D'ailleurs, je ne suis pas le même homme là. Alors, puis-je acheter un bien à mon nom propre alors que le divorce n'est pas encore prononcé? C'est le truc que je déteste. Ah, mais vous allez vous énerver. Hein. Là, je vous dis les 15 prochaines questions. Et je ne comprends pas les gens, ils peuvent pas attendre, quoi. Ils compliquent la vie, ils se font des choses. Oui et non, au fait. Sur le papier, je peux pas dire que c'est non, mais c'est des complications parce que pourquoi? Parce que si le divorce n'est pas prononcé, le bien est censé et que vous êtes marié. Si vous êtes marié sous la communauté, on va partir sur le cas où vous êtes marié sous la communauté. Si vous êtes marié en séparation de biens, vous faites ce que vous voulez. Divorcé ou pas, vous pouvez acheter tout seul. Là, vous n'avez pas besoin d'être, je sais pas quoi. Mais on va rester sur le classique. Si vous êtes marié en communauté, normalement, on déconseille aux gens, mais ils le font. Et donc, vous pouvez acheter, mais le risque, c'est que si le divorce n'est pas prononcé, le bien est commun. Ça fait que si vous avez acheté un bien avec un prêt, ben madame, elle n'est pas aussi censée rembourser le prêt, mais vous allez rembourser le prêt, mais le bien, madame ou monsieur, bien sûr, mais le bien est commun. Tant que le divorce n'est pas prononcé, le bien est commun. Et en plus, le deuxième risque, c'est ce qu'on appelle la date des effets. Parce que nous, quand on fait ça, même si on déconseille aux gens et puis qu'ils ne veulent pas, on le fait. On fait intervenir l'autre conjoint pour reconnaître. Mais on sait que sur le papier, que ça ne vaut rien. C'est juste psychologique. C'est psychologique, c'est la vérité. Juridiquement, ça vaut rien parce que si le divorce n'est pas prononcé, même si le conjoint est venu dans l'acte pour reconnaître que ça appartient à son autre conjoint, ça ne vaut rien juridiquement si le divorce n'est pas prononcé. Et deuxième chose, on dit toujours aux clients, il faut, parce que, en fait, quand vous divorcez, il y a un terme juridique, ça va être un peu long, je suis désolée, mais bon, il y a ce qu'on appelle les effets du divorce. C'est-à-dire, à partir de telle date, on n'est plus ensemble, donc je suis censée, je peux faire entre guillemets ce que je veux au niveau patrimoine, à condition bien sûr que le divorce se prononce. Donc si par exemple, nous, on conseille aux gens de mettre les effets du divorce avant l'achat. Par exemple, si quelqu'un va acheter demain, on va lui dire, voilà, donc quand vous allez voir vos avocats et avec le tribunal, si c'est un divorce de tribunal, il faut mettre vos effets du divorce avant l'achat. Comme ça, on sait que depuis cette date-là, vous n'êtes plus en communauté. Vous n'êtes plus sous le régime de la communauté. Vous n'êtes plus sous le régime de la communauté et que vous pouvez acheter tout seul. Mais bien entendu, tout ça, c'est sous réserve que le divorce est prononcé. Moi, j'ai déjà eu le cas d'un dossier où le monsieur a acheté en instant de divorce. Et malheureusement, vu qu'il n'a... Madame n'a pas été honnête? Non, madame. Malheureusement, le bien, il est resté commun parce que justement, les choses n'ont pas été faites dans les règles. Donc, quand il a voulu revendre, il fallait revendre avec madame. Et voilà, voilà. Et c'est très difficile. C'est difficile, mais c'est difficile, mais au fait, ça se fait. Je ne veux pas vous dire que ça ne se fait pas. Ça se fait, mais nous, les notaires, on n'aime pas ça. Parce qu'on sait que juridiquement, on ne peut pas garantir le côté juridique à la personne. Parce qu'on dépend de l'effet, on dépend du divorce. Si le divorce est prononcé, on est tranquille. Bon, c'est bon. On sait que le bien sera à vous. Parce que voilà, le divorce est prononcé. Mais si par malheur, le divorce n'est pas prononcé ou il y a eu un décès, le bien, il est commun. Non, mais je vois. Surtout les gens, ils achètent avec leur nouveau conjoint. Oui. Ils font un prêt. Ça, c'est l'amour, c'est l'amour, vous comprenez. C'est quelque chose que j'ai tout le temps ça, mais après, on ne peut rien faire. Les gens ne veulent pas. Alors, on peut rien faire. Même si on déconseille, la personne va aller voir un autre notaire. L'autre notaire peut déconseiller. Si la personne ne veut pas nous écouter, on le fait, on fait l'acte, mais on les avertit du risque. Je suis d'accord avec vous, maître. L'autre question, je donne même pas mon avis là-dessus. En tout cas, vous avez répondu, voilà.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils répondent, et ils vous écoutaient tellement religieusement, d'habitude, ils mettent plein de coucous, de trucs et tout. Mais là, c'était silence complet. Et le nombre de personnes qui écoutaient n'a pas baissé. Hein. Ils étaient C'est vraiment. ça. Ils voulaient savoir ça. Hein. C'est une très bonne question. Alors, peut-on faire un contrat de mariage après s'être marié? Si oui, combien de temps après? En fait, quelqu'un qui s'est marié sous le régime de la communauté et après qui veut changer Oui. par amour, combien de temps après? Au fait, bon, il y a une bonne nouvelle. Maintenant, il n'y a plus de délai. Parce qu'avant, le délai, c'était 2 ans. Il fallait attendre 2 ans pour changer le régime matrimonial. Au fait, c'est ce qu'on appelle régime matrimonial, c'est tout ce qui est communauté, séparation de biens et tout. Ça, c'est le terme juridique, c'est le régime matrimonial. Donc là, quand vous vous mariez sans contrat, vous êtes en communauté. Et avant, je crois que c'est une loi c'était une loi de l'année dernière, si je ne me trompe pas, ou de 2019. Avant, il fallait attendre 2 ans pour changer son régime de communauté, pour passer en séparation de biens ou je ne sais pas quoi. Maintenant, on peut le faire. C'est-à-dire, ils ont fait sauter le délai de 2 ans. Par contre, voilà, c'est pas un truc comme ça, hop, c'est une procédure. C'est une procédure. Et s'il y a des enfants, c'est un peu plus compliqué. Des enfants mineurs, c'est plus compliqué. Il faut passer par le notaire. Il doit vérifier si les intérêts des enfants sont protégés ou pas. Et s'il pense que les intérêts des enfants ne sont pas protégés, bah, il faut passer par le juge pour que le juge donne son accord au changement. Donc, moi, je suis d'accord. Donc, nous, ce que je conseille, c'est de le faire avant. Maintenant, si parce que vous vous aimez, vous avez oublié c'était la belle vie ou love, 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 et qu'après vous vous réveillez, ops, j'aurais dû le faire, bah, faites-le. C'est bien quand il n'y a pas d'enfants mineurs parce que voilà, vous allez faire le changement. Et par contre, il y a des formalités qu'on doit respecter. C'est-à-dire, si on fait le changement, on doit faire, nous, notaires, on a l'obligation de faire une annonce légale pour dire que telle personne va changer et pour voir s'ils ont des créanciers parce que les créanciers peuvent s'opposer à ce changement. Ah bon? Oui. Là, j'espère que vous ouvrirez bien vos oreilles quand même parce que c'est voilà. gratuit qu'elle vous donne. Là. Si vous faites, c'est pour ça que c'est mieux de vous marier avant parce que c'est de faire le contrat avant. Parce que si vous faites le contrat après, on le fait, il n'y a aucun problème, mais on doit faire ce qu'on appelle une annonce légale pour les éventuelles oppositions. S'il y a une opposition de toute personne, ben après, il faut passer par le tribunal et c'est le tribunal qui va donner son accord. Mais en général, si le créancier, excusez-moi de vous couper, il y a une créance et le créancier dit non, parce qu'il sait pourquoi il dit non, le créancier, parce qu'il veut... Bah oui. Donc là, il y a peu de chances que devant un juge, vous puissiez le faire si le créancier a un peu... Après, bah, il faut... Oui, mais après, si vous voulez... Oui, mais vous êtes quand même obligé d'aller devant le juge si vous voulez quand même faire votre changement. Mais il y a peu de chances que le juge l'accepte. Oui, c'est sûr, il y a peu de chances que le juge l'accepte. Après, mais bon. Après, je vous dire, c'est que c'est un peu comme les gens qui vous disent, quand vous parlez de vous marier, vous parlez au cas de divorce, tout ça, les gens qui préparent. Et vous dites, oui, mais avant même le mariage, tu prépares déjà le divorce. Oui. On est d'accord que c'est ce qu'il faut faire. Bah, sinon, il ne faut pas se marier. Si vous préparez le divorce avant le mariage, pourquoi vous vous mariez alors? Mais si on ne prépare pas le divorce, regardez ce qui nous arrive. Il y a l'autre là, il veut acheter un bien, le pauvre, il ne peut pas. Sinon, oui, mais bon. Non, mais c'est pour cela que... Mais après, ce n'est pas tout le monde qui a envie de faire un contrat. Au fait, je ne sais pas, ça dépend des gens. Qui veut... Au fait... Je ne parle pas de contrat, je parle de régime matrimonial. Hein. Attention. Oui, mais justement, le contrat de mariage, c'est pour faire... Le contrat, ça permet de déterminer le régime matrimonial. Parce que si vous ne faites pas de contrat, vous êtes en communauté. Donc, si vous faites un contrat, c'est pour dire, je vais être en séparation de biens, je vais être en participation aux acquis, je vais être en communauté universelle, c'est-à-dire tout, c'est à nous deux, tout. Il y a plusieurs régimes. Avant, c'est à nous deux. Oui. Ça, c'est le meilleur. Au fait, en France, il y a plusieurs régimes matrimoniaux. Il y en a 4. Il y a la communauté légale, communauté aux acquets, il y a séparation de biens, il y a participation aux acquets, il y a la communauté universelle. La communauté universelle, ça, c'est le top de chez top. On a tout. Le avant ou l'après, tout, c'est aux deux. Voilà, on englobe tout. Par contre, juste deuxième chose, c'est pour cela que c'est bien, si il y a quelqu'un qui veut faire un contrat, faites-le avant. Parce qu'après le mariage, il y a cette histoire d'opposition. Et surtout, quand vous faites le contrat après le mariage, on doit attendre justement un délai de 3 mois pour que ça soit valable. Justement parce qu'on fait l'opposition, on attend un délai de 3 mois. Si personne ne s'est opposé, après 3 mois, le changement est valable. Et après, vous êtes tranquille. Et si vous avez des enfants, c'est compliqué, mineurs. Hein. Par contre, si vous avez des enfants majeurs, on doit écrire aux enfants majeurs. Ils peuvent s'opposer. S'ils s'opposent, c'est le juge. Voilà. Parce que les enfants majeurs, ils commencent à penser à leur héritage. Donc,
Enfin, bon. Mais vous savez, il y a quelqu'un qui dit soyez au clair dès le départ, c'est important. Le problème, Oui, c'est que c'est pas souvent le cas. Je veux dire, qu'on soit au clair entre hommes et femmes, d'accord, mais après, une fois que les gens se séparent, c'est plus pareil. Donc, si c'est pas écrit sur le papier, ça reste pas. Après, je ne dis pas aux gens de se marier sous un régime ou sous un autre. Chacun fait comme il veut. J'ai déjà prêché pour ma paroisse auprès de Maître Gagpé, qui était beaucoup moins. Là, elle est sympa avec vous, avec moi, elle n'était pas sympa comme ça. Hein. Je vous dis tout de suite. Elle m'a appelé autre chose que par mon prénom. Hein. bon, par contre, autre chose. Le régime universel, souvent, je vous le dis juste, le régime universel, souvent, les gens, ils le font quand ils sont âgés. Hein, une fois que les enfants ont grandi, les couples, ils le font pour se protéger. C'est normal. Parce que comme ça, en cas de décès du premier, le deuxième a tout. Les enfants, au fait, le régime universel, les enfants, souvent, ils vont toucher l'héritage qu'au décès du deuxième. Ça dure, voilà, c'est normal parce que les enfants sont grands, ils ont fait leur vie et donc le couple, pour se protéger, ils font le régime universel, ils mettent tout en commun et en cas de décès, celui qui reste, il récupère tout. Les enfants, ils sont héritiers les enfants, mais c'est juste qu'ils ne touchent rien au premier décès. Ils vont tout toucher au deuxième décès. Et ça se fait souvent quand ils sont... Moi, je pense que c'est une très bonne chose. C'est pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que ça, c'est Oui, c'est une très bonne chose. Et ça, on le fait, nous, principalement quand les gens sont âgés dans les cinquantaines, soixantaines, quand les enfants ont grandi, qu'ils ont fait leur vie, quoi. Je n'ai pas un qui veut récupérer la part à la mère. Voilà. Mais j'ai pas encore vu ça quand on se marie tout de suite comme ça, là, non. J'ai pas encore vu. Ça existe, hein. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe. Mais dans 90%, c'est ça. Un mec à 20 ans, il va mettre tout. Un mec qui se marie à 30 ans, il va mettre tout en commun s'il a. Ça existe. Ça existe. Mesdames, il faut le trouver, celui-là. Bon. Celui-là, j'ai dit. Alors. Déborah. S'il te plaît. Allez, vas-y, ma chérie. Vas-y. Déborah. Là, s'il te plaît. Oui. Si Jeff dit oui, il faut choisir. Oui, non, mais moi, si Jeff, tu sais, j'ai des cheveux blancs, je sais que. Après, je dis pas qu'il y a des mariages qui se passent très bien. Moi, je suis pour des mariages qui se passent bien, mais il y a des moments où, au moment de se marier, les gens étaient d'accord, et au moment de divorcer, c'était plus la même chose. C'est tout ce que je dis. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, Oui, le Pax, on en parlera après, parce que je vois des gens poser des questions sur le Pax. Oui, mais j'ai dit aux gens de poser des questions à la fin, donc c'est pour ça que je ne leur réponds pas. Comment sécuriser un bien acheté seul en RP en cas de séparation avec son concubin? Son concubin, oui, parce qu'ils ne sont pas mariés, c'est ça? Voilà, il ou elle, parce que j'ai acheté le bien, l'autre personne est venue vivre avec elle, et sûrement il y a dû avoir un enfant qui a été fait, je pense. Parce que s'il n'y a pas d'enfant qui a été fait, on sait très bien comment ça se fait pas. Mais maintenant qu'il y a un enfant qui a été fait, c'est devenu le domicile conjugal, qu'est-ce qui se passe? Bah, au fait, là-dessus, le juge n'a pas... c'est simple, hein, du moment que le bien vous appartient et que vous n'êtes pas marié, le juge ne va pas demander... C'est pas parce qu'il y a un enfant que le juge va vous mettre dehors et dire bon, on va partir sur le truc classique, même si c'est pas top, hein, je suis aussi une femme. Mais admettons que voilà, c'est un homme qui l'avait acheté et après il a trouvé sa copine, et la copine venait vivre avec lui et ils se sont fait ils ont eu des enfants. Ce n'est pas parce que ils ont des enfants que le juge va accorder le bien à madame. Non, madame sera obligée de partir, sauf si le monsieur, parce qu'il est gentleman, il veut laisser le bien à madame. Pourquoi pas? Mais madame sera obligée de partir. Mais attendez, comme ça. On peut pas mettre... D'accord, je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Mais pendant la procédure de divorce, qui peut rester dans le bien? Mais non, mais c'est pour ça que je vous dis, est-ce que c'est divorce ou concubinage? Ah, si c'est concubinage, on est d'accord, c'est monsieur qui récupère le bien. Maintenant, bah oui. Si c'est mariage... Si c'est mariage, c'est autre chose. Voilà, si c'est mariage, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais ce qui se passe, mais mon audience ne sait pas forcément. Si c'est mariage, c'est autre chose. Si c'est mariage, le juge, justement, peut très bien décider pendant l'instance du divorce, même si c'est un bien qui appartient à l'un des époux, le juge peut très bien décider que madame reste dedans avec les enfants. Mais ça, c'est pendant l'instance, parce que après, on ne pourra pas donner le bien à madame, parce que le bien, c'est à monsieur. Bon, on va partir du cas madame, monsieur simple, même si c'est pas... Ça peut être aussi excusez-moi les féministes, bien sûr, je suis une femme, je défends les femmes aussi, mais on va partir sur le cas madame, monsieur. Pendant l'instance, oui, le juge... Maître, ne vous excusez pas, dites ce que vous avez à dire. Ils ne sont pas contents, ils ne suivent pas le live, c'est tout. Donc, pendant l'instance, oui, le juge peut très bien accorder. Après ça, c'est pas tout le temps, hein. Je vous dis, je ne suis pas juge. Le juge, par contre, peut très bien accorder
à madame qu'elle reste dans le bien en attendant de trouver un bien à elle, parce qu'il y a des enfants. Mais du fait que le bien appartient à monsieur, on ne va pas attribuer le bien à madame, ça c'est sûr. D'accord, donc si je comprends bien. Alors, monsieur est marié avec madame. Monsieur a sa maison, madame vient vivre avec lui. Ils ont 2-3 enfants, un couple heureux. Ils décident de divorcer. Pendant l'instance du divorce, pendant l'instant, j'ai bien dit pendant l'instant, c'est pas l'instance. Si madame. On peut demander à monsieur de quitter le domicile conjugal qui est le sien. Oui. Et madame peut faire traîner l'instance de divorce. Oui, mais bon. Non, je demande juste une question. Non, mais on peut pas. Au fait, non, il y a des règles. Hein. On peut pas faire traîner comme on veut parce que je sais que l'instance de divorce, au bout de si je me trompe pas, au bout de 2 ans ou 3 ans maxi, le juge arrête quoi. Donc, au fait, il y a un délai. Il y a un deadline. La personne qui est propriétaire de la maison peut se retrouver hors de chez lui pendant 2 ans. C'est possible, mais ce n'est pas systématique. C'est pour ça, non, c'est très important. Non, mais bien sûr, faut le dire, c'est pas systématique. C'est pas systématique et ça dépend des cas et on va pas mettre la personne dehors si elle peut pas se loger. Non, c'est vraiment. Voilà. Il faut bien comprendre, et ça, c'est important de le dire, c'est au cas par cas. Il n'y a pas de c'est au cas par cas. Le juge ne va pas vous dire, vous mettez dehors, démerdez-vous. Non, c'est au cas par cas, c'est en fonction des situations. Si la personne qui a acheté le bien est en capacité de se loger ailleurs, oui. S'il n'est pas en capacité, c'est sûr que le juge trouvera d'autres solutions. Mais je n'aurai pas une réponse claire comme ça pour vous, non. Ça, c'est sûr. Mais je sais qu'au bout de, je ne sais plus si c'est 2 ans ou 3 ans, la procédure, elle est caduque. 2 ans. Si, voilà. Si vous ne faites pas l'assignation, pendant ce délai-là, la procédure est caduque, vous devez tout recommencer à zéro. Donc, c'est sûr que s'il y en a un qui veut divorcer, il aura intérêt à faire vite, quoi. Ça, c'est sûr. Mais, voilà. Ça existe. Allez, on continue, maître, parce que sinon on n'aura pas le temps de finir. Oui. Alors, achat, ah oui, et cette question-là qui était intéressante. Qui héritera de notre maison si mon mari meurt? Bon, la personne a posé une question vraiment très personnelle. C'est qui hérite de la maison en cas de mort de l'un des époux? En général. En général, si vous êtes bon. Communauté. Mettez la communauté. Voilà. En général, le conjoint survivant, si vous est héritier aussi dans la succession. S'il y a un des époux qui meurt, qui laisse conjoint et enfants sont héritiers. Le conjoint a des droits, les enfants aussi ont des droits. Et donc, après, vu qu'on est dans un live restreint, je ne pourrais pas vous raconter tout, quoi. Mais le conjoint, au niveau légal, il a ce qu'on appelle soit le choix entre le quart légal, quart du patrimoine, ou bien la totalité en usufruit. L'usufruit, c'est-à-dire il a la jouissance du bien, la jouissance du patrimoine. Voilà. Alors, non, parce que vous allez aller trop loin. C'est ça. Je sais bien compris. Donc, ce qu'on peut conseiller aux gens, c'est que quand vous achetez un bien et que vous voulez faire des enfants, faites en sorte de le dire au notaire que ça, c'est quoi, la donation, c'est pas la donation au dernier vivant, c'est comment ça s'appelle? Oui, c'est la donation entre époux. Voilà. Parce que, comme quoi, en plus, c'est quelque chose qui se fait. S'il y a un des époux qui meurt, la maison revient à l'autre. Oui, mais c'est. Oui. Parce que ça revient aux enfants, vous savez qu'il y a des enfants, une fois qu'ils ont 18 ans, ils mettent leurs parents dehors, ça arrive. Oui, ça arrive, mais rarement. Pourquoi? Rarement, vous savez pourquoi? Parce que justement. C'est pour ça que je le dis, c'est triste. Oui, mais depuis 2001, non, depuis 2006, si je ne me trompe pas, ou 2001, attendez, c'est 2006. Il y a ce qu'on appelle le droit viager au logement. On en a parlé la dernière fois. Le droit viager au logement. Ça fait que ça empêchera, les enfants ne pourront pas mettre dehors le parent, parce que même si le bien n'appartient même pas, par exemple, c'est un bien propre, c'est un bien qui appartient au défunt, à celui qui est mort, l'autre n'était pas propriétaire, et ben, il peut rester dans la maison jusqu'à la fin de sa vie. Ça, c'est un droit viager qui est accordé par la loi. Donc, si on veut que le conjoint n'ait pas ce droit, on doit faire un testament authentique pour le supprimer. Mais si on ne le fait pas, le conjoint, même s'il n'est pas propriétaire, il a le droit de rester dans la maison jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, ça, c'est légal. On va y venir sur les testaments. C'est la fameuse Déborah qui joue encore? Oui. Moi, je la connais à force. Alors, cette question, toujours la même personne. Alors, on achète en étant célibataire, puis on rencontre son chéri. Vous voyez ce qu'on me dit. Faut-il repasser devant le notaire? Je vais leur dire, mais pourquoi faire? Pourquoi faire?
Après, si son chéri veut acheter une part de la maison, oui, mais sinon, pourquoi faire? Voilà, on est d'accord. Que prévoir pour protéger madame au besoin quand il y a des investissements NRP? En fait, c'est quelqu'un qui a fait des investissements. À mon avis, il est marié sur le régime de la communauté. Et il se dit maintenant comment je peux faire pour protéger ma femme au cas où ça se passe mal. Bah, il n'y a rien. Il fallait prévoir avant. Bah oui, à part peut-être l'acte d'incessabilité. Maintenant, c'est... Oui, il y a l'acte d'incessabilité, ça protège la résidence principale, mais... Oui, mais bon. À part l'acte de... À part l'incessabilité, oui, il faut prévoir avant parce que, à part l'incessabilité, je ne vois pas. Peut-être le changement de statut. Oui, le changement de régime pour passer en séparation de biens, mais si vous avez beaucoup de dettes. Ça passe pas non plus. Non, ça peut se faire, mais après, le risque, le créancier peut très bien refuser aussi. Oui, on peut le faire. On peut le faire. C'est sûr, ça serait mieux de faire le changement de régime en séparation de biens comme ça. Vous gardez pour vous l'entreprise avec les dettes et madame peut-être la résidence principale, comme ça la protège. Pourquoi pas, hein, mais bon, le créancier peut très bien dire oui, mais moi après j'aurai plus de gages, j'ai plus de résidence parce que la résidence principale. Plus de gages, il va tout faire pour que ça se passe. Voilà. Donc on est d'accord, maître, toutes ces choses-là, c'est ça que je dis, parce que moi c'est pas une question de divorce, tout ça et tout, c'est une question de si on change de cap, et ben, si on n'est pas protégé, c'est mort, c'est trop tard. C'est pour ça que c'est très important, surtout quand on veut, ceux qui ont l'intention d'avoir une entreprise, s'ils sont mariés, allez voir un professionnel, allez voir un notaire, c'est gratuit, ou même si c'est payant, c'est pas cher, vous n'allez pas payer 1 000 €, quoi. Mais allez voir un notaire avant de commencer, mettez les choses à plat. Parce qu'une fois que vous avez commencé, on peut rattraper, mais c'est très difficile. Voilà, parce qu'il faut trouver des solutions et tout, mais c'est difficile. La question arrive, vous inquiétez pas, je crois que c'est une des prochaines. Comment protéger le patrimoine acquis avant le mariage? Bah, il n'y a rien à protéger. Si vous êtes en communauté, il faut savoir que le patrimoine acquis avant le mariage et au niveau de la loi, c'est un bien propre à vous. Donc, je ne vois pas comment vous allez le protéger, quoi. C'est-à-dire le conjoint ne peut pas les récupérer, sauf, bien sûr, dans le cas de divorce. Si, par exemple, vous devez payer une prestation compensatoire à madame et que vous n'avez pas d'argent, vous pouvez donner à madame... Voilà le sujet de la discorde de l'autre fois. Vous pouvez donner à madame, au lieu de donner de l'argent parce que vous ne voulez pas sortir de l'argent, vous pouvez donner votre bien propre. Ça existe, je l'ai déjà vu aussi. J'ai déjà vu dans des dossiers, la personne qui devait payer une prestation compensatoire a préféré donner un bien propre en prestation compensatoire que de donner de l'argent. Mais sinon, comme ça, là, si vous avez un bien à vous et que vous êtes avant le mariage, ou bien même le bien que vous recevez pendant le mariage par donation ou par succession, c'est un bien propre. Et donc ça, ce n'est pas commun. Par contre, ouais, bon, là je reste light, hein. Par contre, si vous le mettez en location, sachez qu'au niveau de la loi, les fruits des biens propres sont communs. Donc le loyer est commun. Mais le bien en lui-même, il est propre. Donc, pour bien résumer aux gens, vous pouvez vous occuper de Déborah 2 secondes, la surveiller. Ce que je veux dire, c'est que vous achetez un bien avant le mariage, il est à vous. Par contre, si le bien est en location et que vous touchez les loyers sont à vous et votre époux ou épouse. Donc, après, c'est à vous de voir. Chacun ses affaires, c'est mieux. Qui dit ça, Stécie? Mais non, Stécie, il y a l'amour. Alors, une autre question pour maître Gakpé. Alors, quelle est la conséquence du contrat de bien commun? Donc, je pense que c'est quelqu'un qui parle du régime de la communauté sur le patrimoine des époux avant le mariage. Mais c'est ce que je viens de dire. Au fait, il n'y en a aucune. Il n'y a aucune. Les biens avant ou les biens reçus par donation ou par succession sont propres à vous. Ça n'appartient pas à l'autre conjoint. C'est juste que les fruits, si vous le mettez en location, c'est commun. Les taxes foncières, les charges, les taxes d'habitation et tout, c'est la communauté qui doit payer, même si c'est des biens propres à vous. Donc voilà. Par contre, il y a des trucs compliqués. Si la communauté a fait des travaux dans ses biens propres, en cas de divorce ou en cas de succession, vous devez rembourser à la communauté le coût ce qu'on appelle,
c'est des termes juridiques, mais c'est ce qu'on appelle une récompense, parce que la communauté a amélioré le bien propre. Et donc, la communauté a droit à une récompense, mais ça, c'est en cas de divorce ou en cas de décès. Bon, après, ça, c'est technique. Mais sinon, ça ne change rien. Je connais mon audience. Tu as acheté un bien avant de te marier, il est à toi. Maintenant, si tu le mets en location, les loyers, tu partages. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. L'amour, j'y croyais. Il y a des gens qui disent aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous. Vous avez raison, l'amour, il n'y a que ça de vrai. Quel est le meilleur statut matrimonial? C'est une bonne question, ça, je trouve, pour un entrepreneur, surtout lorsqu'il est associé. Bon. Après, il y a séparation de biens ou participation aux acquis. Mais les gens, c'est souvent séparation de biens. Hein. Parce que participation aux acquis, c'est un peu plus compliqué. C'est pas tout le monde qui le fait parce que participation aux acquis, c'est un régime hybride. C'est un régime qui est plutôt allemande. C'est un régime qui est utilisé en Allemagne et c'est un régime hybride. Pendant le mariage, c'est la communauté. Je peux dire une chose. Hein. C'est peut-être même un des pires pour moi, mais allez-y. Ah oui. Non, mais c'est vrai parce que je peux vous dire que pour faire on le voit rarement, mais en cas de divorce ou bien en cas de décès, pour faire la liquidation, c'est très compliqué. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a l'amour, mais quand il y a trop d'amour aussi, c'est pas bon non plus. Quelle autre question? On arrive vers la fin. Alors, ça, c'est une question sur le testament. On va les poser à la fin parce qu'on va faire le testament après. Mais il n'y en a pas beaucoup sur le testament. Alors, ça aussi, c'est le testament. Alors, ouais, bah, le reste, c'est que sur du testament. Donc, on va commencer le testament maintenant. Okay. Comment faire pour léguer ses biens lorsqu'on a des biens dans plusieurs pays? Bon, on va revenir à la jurisprudence. Johnny Hallyday. Il a même une jurisprudence. Ah bah oui. Au fait, ça dépend. Au fait, c'est un peu... J'aurais pas une réponse simple et tout court. Parce que, au fait, actuellement en France, en Europe, sauf Grande-Bretagne et certains pays qui sont pas qui même s'ils sont dans l'Europe, ils sont pas dans la communauté européenne, il y a ce qu'on appelle, c'est une loi qui est sortie, c'est un règlement européen qui indique que quand vous décédez, par exemple en France, et que c'était votre résidence principale, votre dernier domicile c'était en France, c'est la loi française qui s'applique pour tous vos biens, même les biens qui sont en dehors de France, même les biens à l'étranger. Donc c'est pour cela que vous ne pouvez pas faire un testament pour la France, pour les biens en France, un testament pour je ne sais pas où, pour les biens à l'étranger, non. Parce qu'il y a ce fameux règlement européen. Ça fait que Johnny, c'est pour ça que je parle de jurisprudence Johnny, il avait sa résidence principale aux États-Unis, mais il avait des liens en France. Tous ses cancers, c'était en France. Il avait voilà, c'était quelqu'un de connu. C'est pour cela que normalement, malgré qu'il a fait un testament là-bas, la justice française a estimé que c'était la loi française qui s'appliquait. Et donc, la loi française, c'est-à-dire les enfants, ils ont des droits. Alors qu'aux États-Unis, on peut très bien léguer à tout, comme il l'a fait, à sa femme. Même à un étranger, on fait ce qu'on veut. C'est pas comme en France où les enfants sont protégés. En France, on peut donner tout ce qu'on veut à qui on veut, mais les enfants, ils ont des droits. Et ça, personne ne peut l'enlever. Ils ont leur part. On peut pas ils ont leur part, c'est comme ça, c'est la loi. En fonction du nombre d'enfants. C'est la loi, c'est dans le code civil. C'est pour cela que le testament de Johnny a été refusé par la justice, a retenu la loi française parce que justement, malgré qu'il a sa résidence aux États-Unis, mais il passait beaucoup plus de temps en France, il avait tout un intérêt en France et c'est grâce à ça qu'ils ont utilisé, c'est à cause de ça qu'ils ont appliqué ça. Donc voilà, c'est pour ça que je ne pourrai pas vous dire que oui, faites un testament là-bas. Non, ça sera en fonction de votre résidence principale. Si votre résidence principale est dans un pays hors européen, bah, si vous décédez là-bas, en fonction du pays où là vous habitez, si vous pouvez faire un testament où vous voulez, vous le faites. Même si vous avez des biens en France, bah, ça sera la loi du pays où vous êtes décédé qui va s'appliquer. C'est juste que le notaire français va venir pour faire l'acte de transfert, c'est tout. Mais c'est pas la loi française qui s'applique. Et donc, si vous habitez en France et que vous avez des biens dans n'importe quel pays, et que vous décédez en France parce que votre résidence principale c'est en France, c'est la loi française qui s'applique, même pour les biens en dehors de la France. Très simple, très clair.
Alors, il y a quelqu'un qui dit quelles sont les solutions pour déshériter un enfant en France. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, clairement. Oui, il ne faut pas après chercher à part tout finir, à part avoir tout dépenser. Tout, c'est ça, tout dépenser. Oui, vous dépensez tout de votre vivant. À votre décès, il y a 0 sur les comptes bancaires, il n'y a pas de bien immobilier. Donc, ça veut dire que vous devez habiter en location. Vous devez avoir rien. Après, il faut leur dire, il faut que tu n'aies plus de pognon. Voilà, comme ça, il n'y aura plus d'héritage. Et puis voilà. Oui, comme ça, il n'y a rien. C'est tout. Voilà. Comment réaliser un testament et comment on répartit l'héritage entre plusieurs enfants. Et après, il y a quelqu'un la personne dit quels sont les frais et les coûts. Comment ça se passe le testament en clair? Ok, après le testament, pourquoi? Bon, après ça dépend. Si vous voulez faire un testament pour privilégier un enfant, vous avez le droit. Il faut le savoir. Non, voilà. C'est une autre question. C'est une autre question. Ok. Il y a quelqu'un qui veut juste savoir comment ça se passe pour faire son testament, en fait. Ok, le testament, après, c'est ça. Après, vous pouvez faire le testament vous-même. Mais je vous conseille d'aller voir quand même, ou bien de le montrer à un notaire, ou bien de demander un conseil à un notaire. Parce que voilà, le testament, vous n'êtes pas obligé. Il y a 2 formes de testament. Testament authentique, c'est le notaire qui rédige le testament. Vous lui dictez les choses, c'est lui qui rédige, donc c'est un acte authentique. Et donc, si vous voulez exhéréder le conjoint survivant, il faut faire un testament authentique, surtout pour le droit viager. Si vous ne voulez pas qu'il reste dans la maison. Donc, il faut que ce soit un testament authentique. Donc, c'est le notaire qui rédige le testament en fonction de ce que vous lui dites. Ou bien, ce qui se fait en 99% des cas, c'est le testament holographe. C'est-à-dire, moi, là, je viens, j'écris mon testament. Par contre, vous devez respecter certaines conditions. Il faut que ça soit clair, précis. Il faut qu'il y ait votre nom, prénom, date de naissance, adresse. Le nom, prénom, date de naissance, adresse de la personne, du bénéficiaire. Il faut qu'il y ait aussi une date du testament et une signature. Et l'idéal, c'est de le donner au notaire pour qu'il l'enregistre au fichier des testaments. Ça fait que le jour de votre décès, admettons que vous décédez en Saône-et-Loire et que vos enfants habitent, je ne sais pas, à Paris et qu'ils veulent décider de prendre un notaire parisien, le notaire parisien, il va aller consulter les fichiers immobiliers, il va voir qu'il y avait un testament chez tel notaire dans telle ville. Et comme ça, il saura qu'il y a un testament qui va s'appliquer. L'idéal, c'est ça. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est juste que si vous ne le faites pas et qu'on ne découvre pas le testament, il ne va jamais s'appliquer. C'est tout. Donc, le mieux, après, moi, je prends mes aises, vaut mieux le faire un autre testament devant vous, un testament authentique. Non, pas du tout. Non, mais attendez, vous allez voir pourquoi je dis ça, c'est que, parce que l'autre, il est contestable, il y en a un qui n'est pas contestable, et puis surtout, le prix, c'est pas très cher. Oui. C'est vrai que le testament, voilà, je suis d'accord, le testament holographe, par rapport au testament authentique, c'est qu'on peut le contester. Alors que le testament authentique, il bénéficie des actes notariés, c'est-à-dire que pour le contester, c'est une procédure très, très lourde. Alors que le testament holographe, ben non, n'importe qui. Si vous, enfant, vous estimez que ce n'est pas la signature de votre père ou mère et qu'il y a fraude, vous prenez un avocat, vous allez au tribunal et ça prend des années. Alors que le testament authentique, c'est pas un truc simple, quoi. C'est comme n'importe quel acte notarié, on ne peut pas le contester comme ça. C'est une procédure lourde. Et le prix? Le prix des testaments authentiques, moi, je sais que c'est peut-être dans les 200 ou 300 euros. C'est pas un truc qui est cher. Hein. C'est pas cher du tout. Non plus. Et c'est bien, moi, je dis aux gens... moi, je sais que c'est moins de 500. C'est pas moins de 500. Je ne vois pas le divorce avant le mariage. Par contre, vous n'êtes pas sûr de divorcer, mais vous êtes sûr de mourir. Donc, pour qu'il n'y ait pas de problème, des fois, il vaut mieux faire un testament. 200 à 300 euros plutôt que d'aller faire un week-end, prévoyez ça. Au moins, vos enfants sont protégés, surtout pour les gens qui ont des enfants. Et il y a quelqu'un qui dit, peut-on privilégier un enfant par rapport aux autres? Oui, mais pareil. Mais les autres ont toujours une part. Voilà. C'est-à-dire, on va aller truc basique. En France, si vous avez un enfant, vous pouvez donner la moitié de votre patrimoine à qui vous voulez. L'autre moitié, c'est pour l'autre enfant. Si vous avez 2 enfants, c'est 2 tiers pour les enfants et 1 tiers à qui vous voulez. À partir de 3 ou 4 ou 5, c'est 3 quarts pour les enfants et 1 quart à qui vous voulez. Donc là, si par exemple vous avez 2 enfants, vous pouvez donner le tiers là, que la loi vous autorise à donner à qui vous voulez, vous pouvez donner à un des enfants. Ça fait que sur les 2 enfants, il y en aura un qui aura 2 tiers et l'autre, il aura 1 tiers. C'est tout. C'est légal. Vous pouvez même faire un testament en disant, je lègue tout à un des enfants. Par contre, le deuxième qui est protégé par la loi, bah, si il accepte le testament, bah, il ne touche rien. Il a le droit, il a le choix. S'il dit non, mais moi, la loi m'accorde 1 tiers de la succession, bah, son frère, qui a tout, doit lui donner sous forme d'argent le tiers du patrimoine.
Son frère ou sa sœur, bien sûr. Ok. Et si on a des enfants du premier mariage, c'est la même chose. La règle, c'est pareil. C'est par nombre d'enfants. L'histoire c'est ce qu'on appelle la réserve. La réserve héréditaire, c'est par rapport au nombre d'enfants. Que ce soit premier, deuxième, troisième mariage, ça ne change rien. Il n'y a plus de l'histoire de... Depuis 2001, la loi a changé, les enfants sont égaux. C'est fini, il n'y a plus... Les enfants du premier mariage ne valent pas moins que ceux du deuxième. Voilà, on a arrêté la discrimination, là, c'est fini. Je vois qu'il y a des commentaires, et là, je ne sais pas si vous avez le temps de les lire. Mais... Non, les enfants illégitimes, c'est fini, c'est fini. Depuis 2001, la loi française, c'est... Non, mais ils sont protégés, les enfants illégitimes. Oui, la loi française s'est mise avec les conventions, parce qu'avant, effectivement, les enfants c'est ce qu'on appelait les enfants adultérins ou les enfants naturels, ils avaient moins de droits que les enfants légitimes. Mais ça, depuis 2001, c'est fini. Tous les enfants sont égaux. Que ce soit adultérin, illégitime, tout ce que vous voulez, tous les enfants sont égaux. Vous voyez les questions qu'à 20 ans, entre 20 et 30 ans, et les réactions pour protéger les enfants, et les questions des gens entre 30 et 40 ans, oui. On voit qu'ils ont pris un peu d'expérience de la vie. C'est ça. Ils ont pris de la bouteille. C'est bien, continuez de rêver. Les deux qui sont là dans la protection, vous allez voir quand vous allez avoir des cheveux blancs, vous n'allez pas dire les mêmes choses. Encore sur l'héritage, ah oui. Quelles sont les démarches pour un don du patrimoine de son vivant? Si vous voulez faire une donation, ça dépend. Si c'est une somme d'argent ou pas. Même si c'est une somme d'argent, moi, je conseille d'aller voir un notaire. C'est mieux. Comme ça, les choses sont faites dans les règles. Mais voilà, quand c'est une somme d'argent, si vous n'êtes pas obligé d'aller voir un notaire, bien sûr, mais voilà, ça, c'est à part. Mais vous pouvez juste faire... Il faut quand même faire les démarches fiscaux, l'enregistrement fiscal, quoi. C'est-à-dire, il y a un formulaire sur Internet, un formulaire de don manuel, parce que vous savez, quand vous donnez quelque chose à un enfant, même à quelqu'un même à un ami, même à votre frère, il y a des droits. Il y a des droits il y a des droits de succession avec des taux d'intérêt, avec des taux, il y a des taxes, il y a des droits à payer. Il y a des barèmes si vous dépassez les barèmes et tout. Donc, il y a un formulaire de don manuel qui existe, c'est gratuit. Si vous ne voulez pas aller faire ça devant un notaire, un acte notarié, si vous ne voulez pas, c'est votre droit. Mais vous le faites, mais quand même, déclarez-le aux impôts pour que les choses soient claires, quoi. C'est tout. Maintenant, tout ce qui est bien immobilier, obligatoirement un notaire. Voilà. Mais même pour l'argent, moi, parce que vous ne le dites pas, parce que vous êtes une femme... mais pour l'argent, je vous conseille quand même d'aller voir un notaire, c'est mieux. Homme pénal, je vous dis, même pour l'argent, allez voir un notaire, laissez une trace. Non, mais moi, c'est ce que j'ai dit aux clients. Même pour l'argent, allez voir un notaire, c'est mieux. Comme ça, les choses sont faites, sont dites, et puis qu'il n'y ait pas... comme ça, le notaire va vous expliquer aussi, parce que si vous avez 2 enfants que vous avez donné à un et que vous ne voulez pas donner à l'autre, il va vous expliquer quel type de donation il faut faire. Donc, vraiment, allez voir un notaire, c'est mieux. Il y a ma mascotte qui dit « Un enfant non reconnu est quand même bénéficiaire en cas de succession. » Non, non, il faut que l'enfant soit reconnu. Qu'on soit clair. Depuis 2001, il n'y a plus de différence entre les enfants adultérins, naturels ou légitimes, mais à condition que l'enfant soit reconnu. Si l'enfant n'est pas reconnu, ce n'est pas votre enfant. Donc, comment il ne peut pas hériter? Du moment qu'il n'est pas reconnu, ce n'est pas votre enfant. Oui, c'est vrai, je n'ai pas vu la différence. C'est bien de l'avoir souligné parce que je n'avais pas fait attention à ça, mais c'est vrai, c'est ce qu'elle voulait dire. En cas de succession, quelles sont les principales démarches à prévoir pour les héritiers? Bon, voilà. Après, ça dépend pareil. Est-ce que c'est une succession où il y a des biens immobiliers, de patrimoine ou pas? Si c'est une succession, il y a du pognon. On parle oui, bon, voilà, non, mais... Il n'y a rien, mais une succession, il y a du voilà, parce que si c'est une succession, moi, je sais que les banques, jusqu'à 5 000 €, ils ne demandent pas l'acte de notoriété. L'acte de notoriété, c'est l'acte qui indique qui sont les héritiers. Je sais que les banques, jusqu'à 5 000, ils peuvent délivrer les fonds comme ça. Mais bon, quand il y a un conjoint et des enfants, allez voir un notaire. L'acte de notoriété, ça ne coûte pas cher. C'est dans les 200 €. Au moins, on fait un acte et puis vous savez que les choses sont faites, quoi. Au fait, quand il y a un décès, contactez un notaire. Normalement, chez nous, il y a une liste de pièces à fournir. Quand on envoie aux clients, on leur fixe un rendez-vous. On leur demande tout ce qui est état civil, livret de famille, l'acte de décès, s'il y a une voiture, carte grise, titre de propriété, les caisses de retraite, parce qu'on doit écrire aux organismes. On va écrire aux banques, aux caisses de retraite, on va regarder tout ce qui est bien immobilier et puis faire les évaluations et tout. Donc voilà. Et puis une succession, normalement, dans la pratique, on dit que ça dure 6 mois
Pourquoi? Parce que s'il y a des droits, on doit verser les droits dans les 6 mois du décès. Sinon, à partir du 7e mois, il y a des intérêts. Par contre, il y a des successions où ça peut se régler parce que la succession n'est pas énorme, il n'y a pas grand-chose, on peut le régler au bout de 2 ou 3 mois. D'autres, parce que les gens ne s'entendent pas, c'est compliqué, on les règle au bout d'1 an. C'est sûr, s'il y a des droits, on verse un acompte pour bloquer les intérêts, mais voilà. La pratique, c'est 6 mois, mais ça peut se régler avant les 6 mois, bien sûr. Ça dépend du dossier. Je crois qu'on a fini, attendez. Les héritiers. Oui, il y avait les partenaires pacsés. Ah oui, ça c'était dans les questions. Donc là, il nous reste 10 minutes. Alors je laisse répondre à la question sur le PAC. Oui. Le PAC, pardon. Oui. Et puis après, vous allez avoir 10 minutes de questions, même si je ne suis pas d'accord avec Nathalie, mais ce n'est pas le sujet. Allez, Okay. La question sur le PAC. Oui, pour le PACS. Oui, les partenaires pacsés, c'est comme les conjoints survivants. Ils ne payent pas de droits de succession. Ils ont aussi ce qu'on appelle le droit viager, mais le partenaire pacsé, à la différence de conjoint survivant qui est marié, il n'est pas héritier comme ça. Pour que le partenaire pacsé soit héritier, il faut un testament. Si vous ne faites pas un testament, votre partenaire, il n'aura rien dans la succession. Donc, si vous voulez qu'il hérite dans la succession, il faut lui faire un testament. Alors que quand vous êtes marié, le conjoint, il hérite automatiquement, c'est la loi. Le partenaire, il faut un testament pour qu'il hérite. Et donc, pareil, il faut aller voir le notaire parce que justement, s'il y a des enfants, il y a aussi les enfants, vu que les enfants sont protégés. Donc, le notaire, il va voir comment il va faire pour le testament pour que le partenaire pacsé puisse toucher quelque chose. Parce que des fois, vous pouvez faire un testament et à la fin, à cause de la règle héréditaire et tout, le partenaire pacsé, il se retrouve peut-être assorti de l'argent s'il veut garder le bien. Et moi, j'ai eu le cas. Hein. Et donc, à la fin, c'est pas intéressant pour lui. Donc, pareil, si vous voulez faire un testament pour le partenaire pacsé, si vous voulez qu'il hérite, il faut un testament, mais allez voir le notaire. Comme ça, vous discutez avec le notaire. Il va voir avec vous comment articuler les droits des enfants et les droits du partenaire pacsé dans le testament. Voilà. Et sinon, il ne paye pas de droits comme pour le conjoint survivant, s'il a un testament, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Maître, vous avez été brillantissime là, dans cette dernière question. Je crois que là, vous avez... Bravo. Il y a des dernières questions. Il nous reste 8 minutes parce que j'ai promis à Maître Gakpé qu'on ne dépasserait pas 1h30. Donc, on ne dépassera pas 1h30. Oui, je ne sais plus. J'avais vu des questions, mais je ne me rappelle plus. Oui, c'est pour ça que je leur dis, est-ce que vous avez des questions? Profitez-en. Voilà. Si vous avez des questions, repostez-les parce que je ne me rappelle plus. Je me suis rappelé du PACS, voilà. Mais, oui, on l'avait dit. Alors, oui, ok. Le démembrement croisé, non. Bip, alerte au payant. Alerte au payant. Ça, ah oui, c'est trop compliqué ça. C'est pas un truc qu'on peut dire comme ça là, non. Oui, aller partir. Il y avait quelqu'un qui disait quoi, se protéger quoi? J'ai pas compris, je sais plus. C'est parti vite. Alors, comment se passe une succession d'un bien époux couple marié sans enfant avec un bien immobilier? Ah ok. Bon, attention, pareil. Si vous n'avez pas fait de donation entre époux et que les parents sont en vie, le conjoint. Il n'y a pas d'enfant, c'est sans enfant. Oui, mais même sans enfant. Mais si les parents du défunt, si vous n'avez pas d'enfant et que vous voulez que votre conjoint récupère tout, c'est pour cela que la donation entre époux est importante. C'est pour ça que quand vous vous mariez, pensez à faire une donation entre époux, que vous ayez des enfants ou pas. Si vous avez des enfants, le conjoint, au jour de votre décès, il décidera d'utiliser la donation ou pas, puisqu'il a des droits légaux. Si vous n'avez pas des enfants, la donation entre époux protégera le conjoint, il va hériter de tout. Alors que si vous n'avez pas fait de donation entre époux et que vos parents sont en vie, le conjoint va hériter avec vos parents. Et je pense que souvent, les gens, ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. Surtout si votre mère et votre... Bon, je parle en tant qu'homme, hein, je ne sais pas, les femmes pareil. Si votre femme et votre belle-fille ne s'entendent pas, c'est pas... Voilà, c'est encore pire. Donc, voilà. C'est une très très bonne question de Sifouri 1. Donc, vaut mieux faire une donation entre époux quand c'est comme ça. Pensez-y. Si vous n'avez pas d'enfants, enfant ou pas, pensez à faire une donation entre époux. Oui, vous avez totalement raison. Où officiez-vous, Madame Maître? Moi, je suis en Saône-et-Loire. J'habite en Saône-et-Loire. Vous n'êtes pas loin de Lyon, entre Lyon et Dijon, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis à 1h30 de Lyon. Est-ce qu'on peut mettre les enfants comme propriétaires pour éviter droit de discussion? Non. Parce que vous faites une donation, en fait, c'est ce qu'on vient de dire, vous allez faire une donation à vos enfants. Et ça dépend. Excusez-moi, maître, je pense que ce qu'elle veut faire, c'est donner le nu propriété, garder l'usufruit, tout ça, c'est un peu plus technique. Et, oui, voilà, oui. Mais ça, vous pouvez le faire. Alerte au payant, c'est pas gratuit.
C'est pas gratuit. C'est possible, mais C'est possible, oui. je sais que Mehdi Chirac fait une formation, il en parle. Je vous invite à la prendre. On peut pas, mais c'est possible. Ah Alors, oui, quand oui, on, c'est possible. quand Et on au signe contraire, on le conseille, bien sûr. Surtout les go patrimoine, c'est ce qu'ils font. Il faut savoir que les go patrimoine, pourquoi les gens râlent qui ne payent pas de droit, bah, ils font de l'optimisation fiscale, c'est tout. Non, mais la différence entre quelqu'un qui a des thunes et quelqu'un qui n'a pas de thunes, c'est les simple. Celui qui a des thunes, il sait ce que celui qui n'a pas de thunes ne sait pas. C'est pas plus compliqué que ça. Et celui qui a des thunes, eh ben, il l'apprend, il va prendre une formation, et il l'apprend, maintenant il sait le faire. Et celui qui Voilà. n'a pas de thunes, il Et dit après, trouver c'est des infos gratuites sur Google. Ben, tu vas et prendre pas, 10 c'est mois. pas, et puis c'est pas interdit, en fait. Les gens, ils appliquent juste ce que la loi les accorde. C'est tout. Ah ouais. C'est tout. Mais Alors, si vous le faites intelligemment et à temps, ben, vous gagnez plus. Vous faites, voilà, c'est tout. Alors, quand on signe un compromis de vente avec des conditions financières définies, que la banque nous accorde le prêt avec, avec différentes conditions, cela impacte le compromis. Ça Ah, dépend. Ça dépend. Au fait, oui, ça impacte le compromis si vous refusez les nouvelles conditions de la banque. Par exemple, si vous, dans le compromis, c'était indiqué que vous devez faire un prêt de 200 000 et que vous décidez de demander un prêt de 250 et que la banque refuse les 250, c'est sûr que vous n'avez pas respecté les conditions du compromis. Donc, le vendeur, il va vous demander les 10% parce que vous n'avez pas respecté les conditions. Donc, vous ne pouvez pas dire, bien sûr, vous pouvez toujours ne pas acheter, mais le problème, c'est que vous avez demandé le prêt en contradiction avec ce qui est indiqué dans le compromis. Alors que si vous avez fait votre demande sur 200 000 comme indiqué dans le compromis et que la banque refuse, bah, vous pouvez vous désengager du compromis sans problème. C'est ça, au fait. Mais si, par contre, vous demandez 250 et que la banque accepte, il n'y a aucun problème. Le vendeur, lui, son but, c'est de vendre. Donc, si vous avez demandé 250 qui est en contradiction avec le compromis et que la banque accepte, bah, tout va bien. Vous signez, tout va bien. Hein. Coucou, mon détective immobilier. ah, il arrive à la fin. À la fin, il fait le star. C'est la star, comme à la fin. Ah, il y a la grosse Bertha à qui je fais un petit bisou, qui dit comment savoir si on a affaire à un bon notaire. C'est une bonne question, ça. On n'avait pas pensé, mais. Bah, je ne sais pas. Bah, ça. Non, ça, je ne sais pas. Si elle ressemble à Maître Gakpé, ça va. Je ne sais pas. Non, franchement, après, pour moi, un bon notaire, c'est un notaire qui est là à l'écoute de son client, qui pourra expliquer les choses. Je ne sais pas après. Voilà. Faut-il nécessairement vivre ensemble quand on se paxe? Ah bah, bien sûr. Alors là, il y en a un qui me pose une question. Je ne sais même pas quoi lui répondre, maître. Faut-il faire un contrat de mariage? Je pense qu'on va finir sur celle-là. Bon, après, ça dépend. Si vous êtes des jeunes couples et vous n'avez pas des ambitions et que vous pensez, vous n'avez pas, vous êtes salarié, que ça vous convient, non, pourquoi vous voulez faire un contrat de mariage? Mais si, par exemple, vous êtes jeune ou même pas jeune ou bien vieux, tout ce que vous voulez, mais que vous avez des projets, des projets d'entrepreneuriat ou autre chose, ou bien vous voulez juste protéger votre patrimoine, par exemple, propre pour éviter les histoires de récompenses, les histoires de jouissance et tout là, bah oui, faites un contrat de mariage parce que c'est sûr que si vous avez un bien et que vous êtes marié en séparation de biens, le loyer c'est pour vous. Le loyer du bien propre c'est pour vous. Alors que si vous êtes en communauté, le loyer c'est commun. Donc voilà. Il n'y a pas de. Même elle est polie, c'est très clair. T'as pas d'oseille, tu te maries en communauté, il va rien se passer. Et si pendant ton mariage, tu te maries en communauté, pendant ton mariage, tu t'enrichis, tu divorces, t'es une main devant, une main derrière. C'est tout. Malheureusement. Bah, après, on a dit le mariage pour le bien et pour le pire. Donc, s'il y en a un qui s'enrichit, c'est normal qu'en cas de divorce, celui qui ne s'est pas enrichi, ben, soit aussi dédommagé. Le problème, c'est que quand il y en a un qui s'enrichit, celui qui ne s'est pas enrichi veut souvent divorcer pour récupérer. Non, pas du tout. Pas du tout. Je plaisante. Et je n'ai visé aucun sexe, parce qu'il y a même des mecs qui le font. Donc, ah bah, je suis d'accord avec vous, il y a même des mecs. Ah, ils ont plus la virilité, les hommes de nous. Bah oui, détective immobilier, malgré qu'il est dans le domaine, il est marié en communauté. Donc, vous voyez, il y a encore des gens qui y croient. Mais ils ont raison d'y croire. Même moi, j'y crois. Alors, c'est pour vous dire. Non, mais c'est pour ça que pour moi, je veux pas venir dire aux gens, faites contrat de mariage. Non, c'est vraiment en fonction de la philosophie des gens et en fonction de ce qu'ils ont aussi prévu pour leur couple. Si vous n'avez pas prévu, si vous êtes salarié, que ça vous convient, vous n'avez pas des trucs, pourquoi faire un contrat de mariage, quoi? C'est tout. Parce que même en séparation de biens, c'est pas parce que vous êtes en séparation de biens que vous croyez que le divorce, ça va être facile. Parce que, bien sûr, c'est plus facile comme communauté. Mais si vous êtes en séparation de biens et que vous voulez divorcer, si on a
la prestation compensatoire, voilà, moi je vais revenir sur une question parce que les gens vont croire, c'est très important. Sachez que la prestation compensatoire, ça n'a rien à voir avec le régime matrimonial. Vous pouvez être en séparation de biens et devoir une prestation compensatoire en cas de divorce. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un contrat de mariage en séparation de biens qu'en cas de divorce, ça va vous protéger de la prestation compensatoire. La prestation compensatoire, c'est parce que justement, il y en a un qui a plus que l'autre et puis c'est pour compenser cela. Et puis, il y a des durées, il y a des conditions. Donc, voilà. J'ai une question. Ça, c'est une question que c'est moi qui la pose, c'est pas une question. C'est l'avant-dernière question, après je poserai. Oui. Est-ce qu'il y a un moyen de faire signer un contrat à la personne pour dire qu'elle refuse de toucher une prestation compensatoire? Non, pas du tout, parce que c'est un truc légal. Par contre, la prestation compensatoire, vous pouvez la refuser au moment du divorce. Par exemple, moi, au moment du divorce, la personne, par exemple, peut prétendre à la prestation compensatoire parce qu'elle remplit les conditions, parce qu'il faut savoir, il y a des conditions. Il faut... Oui. C'est pas comme ça, quoi. C'est-à-dire, si tous les deux vous travaillez, tous les deux vous avez de l'argent et qu'il n'y a pas de perte de niveau de vie, il n'y aura pas de prestation compensatoire. Mais pour qu'il y ait prestation compensatoire, il faut qu'il y ait une perte de niveau de vie. Donc, celui qui peut prétendre à ça peut très bien le refuser, mais ça sera au moment du divorce, pas avant. Ok, non, mais par contre, voilà, vous pouvez refuser. Vous avez le droit. D'accord. Là, c'était quelque chose qui était sur le live privé. Vous savez que la moitié du compte en banque et tout, mais je n'ai pas envie de parler de ça ici, parce que ça fait 1h30 et j'avais promis de... Oui, dites-le, oui, mais par contre, faites attention aussi, oui. Vos salaires, vos comptes bancaires, quand vous êtes en communauté, c'est commun. Ouais, donc en fait, j'explique. Tu as 300 000 euros sur ton compte. Tu dois divorcer, il y a 150 000 qui disparaissent. En général, c'est celui qui a découvert qui demande les 150 000 quand il y en a qu'à 300 000. Mais bon, la dernière question. Peut-on accepter de fonctionner avec le notaire du vendeur pour le compromis et après rajouter son notaire au moment de l'acte authentique? Bah moi, j'aime pas ça parce que je trouve que c'est un peu un manque. Oui, j'ai déjà eu le cas, mais je trouve que c'est un manque de... Moi, ça m'énerve. Moi, j'ai déjà eu le cas, mais je trouve que c'est pas bien. C'est tout. Vaut mieux avoir votre notaire dès le début, il se met en rapport avec le notaire du vendeur et c'est tout. Mais avoir un notaire qui vient à la dernière minute, bon, on va pas refuser. Mais moi, c'est pas bien. Je trouve que le notaire vendeur a tout fait et à la fin, il se retrouve avec un autre notaire, il doit le partager, quoi. Bon. Moi, je pense que si vous êtes à la place du notaire vendeur, vous ne l'acceptez. Bon, c'est la loi, c'est la règle déontologique, pas la loi, mais c'est déontologique, c'est comme ça. Mais je ne pense pas que vous l'accepterez, quoi. Donc oui, vous pouvez le faire, mais je trouve que ce n'est pas correct. Donc, si vous avez votre notaire, allez-y dès le début et c'est tout. Bon, vous avez raison. Après, il y a quelqu'un qui demande la prestation compensatoire, c'est jusqu'à quel âge? Bon, après, la prestation compensatoire, là aussi, alerte aux payants. C'est quelque chose... si vous avez un projet, mesdames, voilà, il faut... Non, il n'y a pas d'âge, mais c'est juste par rapport au niveau de vie. Il y a plein de trucs. Et puis, pareil, hein, il y a aussi une condition de mariage. Hein. Si vous êtes marié 1 an ou 2 ans, je ne sais pas combien. Non, il n'y a pas de prestation compensatoire au bout de... je crois que c'est à partir de 3 ou 4 ans de mariage, si je ne me trompe pas. Donc, attention aussi. On va faire une loi pour que ça passe à 10 ans. Bon. Maître, c'était un live parfait. Vous avez été brillante. Merci, j'espère. Déborah a besoin de vous. Et vous avez vu, 1h30, je n'ai pas dépassé comme certains. Mon détective immobilier. Oui, détective immobilier. Lui, c'était je ne sais pas combien de temps, mais bon, merci. Donc, pour tous ceux qui veulent, je tiens à dire que Maître Gakpé, vous pouvez voir son Instagram, vous pouvez la suivre. Oui, s'ils veulent des questions, qui m'envoient un message sur mon Insta, en message, je pourrais répondre. Elle nous a offert 1h30 de son temps. Quand vous savez qu'un notaire gagne 13 000 par mois, elle nous a offert beaucoup d'argent, là. Elle nous a offert aussi beaucoup de choses intéressantes. Je vous taquine, mais j'aime bien vous taquiner. Et... mais je ne gagne pas 13 000, je vous le dis, je ne suis pas encore installée. Quand je vais m'installer, j'espère que vous serez là. J'espère au moins, quand je vais m'installer, que je... que vous avez mon numéro, vous m'appelez. Oui, que vous allez m'emmener des clients. Hein? Ce qu'on fait, quand vous êtes sans clients, je ne gagnerai pas les 13 000. Sans clients, je serai comme salarié, voilà. Le jour où vous installez, vous m'appelez et j'essaye, si je fais une affaire à ce moment-là, j'essaie d'être votre première affaire. D'accord, c'est... Pas de souci. Un engagement devant 78 personnes. Bah, c'est très bien. Merci. Donc, la formation est toujours en ligne pour ceux qui veulent. Vous cliquez sur le lien dans ma bio. Pour tout le reste, on continue comme ça. Merci beaucoup, Maître. Merci à vous. Il n'y a pas de problème. Je vous laisse, je vous libère pour Déborah. Les autres, je vais les garder encore 2 minutes pour dire 2-3 choses et après, je vais les libérer. Ok. Allez, à bientôt. Au revoir.